aurait dû se trouver dans une boîte de dons, ou rangé dans un coffre à souvenirs, n'importe où, sauf là où il a été retrouvé. Amanda Hart n'avait que 4 ans lorsqu'elle a disparu de sa propre allée, par un après-midi ensoleillé de 2015, ne laissant derrière elle que des dessins colorés à la craie sur le trottoir. Puis, 2 ans plus tard, la découverte répugnante d'un ouvrier d'entretien dans des toilettes abandonnées allait révéler le secret le plus sombre imaginable. C'était le genre d'après-midi de mai qui ressemblait à une promesse. Dans les banlieues tranquilles et bordées d'arbres de Portland, Oregon, le soleil projetait de longues ombres chaleureuses sur les peloux bien entretenus, et l'air sentait l'herbe coupée et les rhododendrons en fleurs. C'était le monde de la famille Hart en 2015. Un monde construit sur les fondations solides de la routine et de l'amour. Un monde où les plus grands dangers semblaient à des milliers de kilomètres. Rodney Hart était comptable, un homme aux habitudes tranquilles et au sourire doux. Sa femme Sabrina, graphiste qui acceptait encore des projets freelance occasionnels, avait canalisé une grande partie de sa créativité dans la maternité, orchestrant une vie pour leur fille de 4 ans, Amanda, riche en couleurs et en jeux. Amanda était le centre vibrant de leur univers. Un tourbillon de couettes blondes et d'énergie sans limite, elle possédait une curiosité qui transformait leur petit jardin en nature sauvage inexplorée et leur allait en vaste toile. Ce vendredi-là, en particulier, la promesse de l'après-midi semblait particulièrement brillante. Comme elle le raconterait, plus tard aux enquêteurs, sa voix vidée par un chagrin qui n'était encore qu'une prémonition terrifiante, Sabrina avait décidé de faire quelque chose de spécial. Elle sortit sa petite trousse de maquillage, vestige d'un Halloween lointain, et s'assit avec Amanda sur le sol du salon. Avec des traits délicats, elle transforma le visage de sa fille. De simples lignes noires s'épanouirent, en moustache sur les joues roses d'Amanda, et un petit cercle noir sur le bout de son nez complétait le look. Amanda gloussa, plissant le nez et faisant semblant d'être un chat. C'était un moment parfait et fugace de joie domestique. Sabrina, voulant le capturer, attrapa son téléphone et prit une photo. L'image était décontractée, légèrement floue, mais elle contenait l'essence de l'après-midi. Amanda, rayonnante, ses yeux bleus plissés au coin, son sweatshirt rose à manches longues, préféré formant une douce tache de couleur contre le brun du canapé familial. C'était une photo comme toute autre qu'une mère pourrait prendre, un fragment numérique de mémoire à classer. Personne n'aurait pu savoir qu'elle deviendrait une relique. La dernière image d'Amanda Hart avant que le monde ne bascule. « Va jouer dans l'allée avec tes craies », dit Sabrina en lui ébouriffant les cheveux. « Maman va commencer le dîner. Je viendrai te voir dans un petit moment. » Amanda se précipita dehors, ses petites baskets claquant contre le béton. Sabrina entra dans la cuisine pour commencer ses préparatifs du dîner, ses yeux dérivant souvent vers la fenêtre qui donnait sur l'allée, où elle pouvait voir Amanda dessiner joyeusement. Alors qu'elle lavait des légumes, son téléphone sonna. C'était le client qu'elle attendait, appelant pour discuter d'un ensemble d'épreuves de brochures. Comme elle l'expliquerait plus tard au détective, sa voix épaisse d'une culpabilité qui deviendrait sa compagne constante, elle se déplaça de la cuisine vers le petit coin bureau à quelques mètres seulement. Elle devait être à son ordinateur portable pour examiner les fichiers que le client avait envoyés. L'appel nécessitait toute son attention, pendant qu'il passait en revue les mises en page et les choix de police. La conversation ne dura que quelques minutes, mais pendant cette brève période, son attention était entièrement concentrée sur l'écran, devant elle et la voix au téléphone. Lorsque l'appel se termina, elle retourna dans la cuisine, l'esprit maintenant tourné vers le repas du soir, supposant qu'Amanda était toujours absorbée par ses dessins à la craie, juste dehors. 20 minutes plus tard, le son familier de la Subaru de Rodney, se garant dans l'allée,
signalait la fin de la semaine de travail. Il était fatigué mais impatient pour le week-end, pour le confort facile de la maison. En sortant de la voiture, il remarqua les dessins colorés à la craie éparpillés sur le trottoir, un témoignage vibrant et silencieux de l'après-midi de sa fille. Mais l'artiste elle-même avait disparu. Il ressentit un éclair de confusion, rien de plus. Elle était probablement à l'intérieur avec Sabrina. Il entra dans la maison, laissant tomber ses clés dans le bol en céramique près de la porte. « Chérie, je suis rentré, appela-t-il. » Sabrina émergea de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Où est Manda ?» demanda-t-il, sa voix légère. Sabrina fronça les sourcils. « Elle est dans l'allée. Je l'ai vue il y a quelques minutes. » Un silence froid envahit la pièce. Ils se regardaient, une question silencieuse passant entre eux. C'était un regard qui se répéterait dans leurs cauchemars pendant des années. Le moment exact où la certitude décontractée se transforma en une terreur écœurante. Ils bougeaient comme un seul homme, se précipitant par la porte d'entrée, la porte moustiquaire claquant derrière eux. Amanda, la voix de Sabrina, était aiguë, une lame tranchant l'air placide de l'après-midi. Amanda, chérie, l'appel plus grave de Rodney, se joignait au sien, résonnant dans la rue tranquille. Ils vérifiaient, en le jardin arrière, un espace qu'ils connaissaient aussi intimement que leurs propres mains. La balançoire était immobile. Le couvercle du bac à sable était en place. Ils coururent sur le côté de la maison, regardant derrière les buissons d'azalées denses, où Amanda aimait parfois se cacher. Rien. La panique, froide et aiguë, commença à griffer leur gorge. Ils coururent envers les maisons des voisins de chaque côté, leurs appels devenant plus frénétiques, plus rauques. Leur voisin, M. Henderson, arrosa ses pétunias et secoua la tête, son visage marqué par l'inquiétude. La famille de l'autre côté de la rue était à l'intérieur, leur télévision audible par une fenêtre ouverte. Personne n'avait rien vu. La rue, qui avait semblé si sûre et familière quelques instants auparavant, semblait maintenant vaste et menaçante, un lieu d'ombre et de secret. Les dessins à la craie dans l'allée étaient à la seule preuve qu'Amanda avait été là. 10 minutes. Cela ne faisait que 10 minutes depuis que Rodney était rentré, mais cela semblait une éternité. Le soleil commençait à descendre plus bas, peignant le ciel dans des teintes d'orange et de violet. Une belle toile de fond cruelle à leur horreur qui se déroulait. Chaque endroit logique avait été vérifié. Chaque appel était resté sans réponse. Le silence qui les accueillait était absolu contre nature. Ce fut Sabrina qui finalement craqua. Son visage, pas à l'estrier de larmes, s'effondra alors qu'elle regardait Rodney. « Il faut appeler », murmura-t-elle, les mots à peine audibles. Il huchait à la tête, sa propre gorge trop serrée pour parler. Sabrina chercha son téléphone à tâtons, ses doigts tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine déverrouiller l'écran. L'appel au 911 était une supplication étouffée et fragmentée. « Ma fille, elle a disparu. Elle était juste là. » La première voiture de police arriva en moins de 5 minutes. Ses lumières bleues et rouges clignotant, une intrusion dérangeante dans le crépuscule suburbain serein. L'officier qui en sortit était jeune. Son expression, un masque pratiqué de calme. Il posa des questions, l'âge d'Amanda, ce qu'elle portait quand il l'avait vue pour la dernière fois. Mais son comportement professionnel fit peu pour apaiser la terreur brute qui avait consumé Rodney et Sabrina. Alors que d'autres voitures arrivaient, la rue se transforma. Le cul-de-sac tranquille devint un terrain de rassemblement, les lumières clignotantes projetant des ombres étranges et dansantes sur les maisons. Les voisins émergèrent de leurs maisons, attirés par l'agitation, leur visage un mélange de curiosité et de peur. La recherche officielle d'Amanda Hart avait commencé.
Mais pour ses parents, le monde s'était déjà terminé. Il s'était terminé dans le silence d'une allée vide, entourée des dessins à la crêpe, année d'une petite fille qui n'était plus là. L'arrivée de la première voiture de patrouille n'était que l'ouverture. En l'espace d'une heure, la rue suburbaine tranquille s'était transformée en centre névralgique d'une opération majeure des forces de l'ordre. Le bureau de police de Portland, reconnaissant les signes terrifiants d'un enlèvement potentiel d'enfants, contourna la prudence procédurale et déclencha une réponse à grande échelle. Un poste de commandement mobile, un grand camping-car à l'aspect stérile, avec une rangée d'antennes hérissées sur son toit, était garé à l'entrée du cul-de-sac. Son générateur émettant un bourdonnement bas et constant qui vibrait à travers le trottoir. Le détective Miles Corban, un homme dont les yeux fatigués avaient les dévus trop de ces scènes, arriva pour prendre la direction. Il était méthodique, sa présence, une encre calme dans la tempête tourbillonnante de panique et de procédure. Il parle à Rodney et Sabrina avec une douceur pratiquée, mais ses questions étaient aiguës, précises, visant à reconstituer la chronologie fragile de la dernière heure. Sous les lumières stroboscopiques rouges et bleues qui peignaient le quartier de couleurs frénétiques et non naturelles, l'équipe de déploiement rapide d'enlèvement d'enfants du FBI fut notifiée, leur arrivée imminente signalant l'ascension sinistre de l'affaire au plus haut niveau de préoccupation fédérale. La grille de recherche fut tracée, s'étendant vers l'extérieur depuis l'allée des Artes en cercle concentrique. Une pierre jetée dans un étang immobile, les ondulations se propageant dans l'obscurité envahissante. La première étape critique était de déterminer si Amanda s'était égarée ou avait été enlevée. Cette question reçut une réponse avec une finalité glaçante par un chien de sang de 4 ans nommé Rocco. Son maître, un soldat d'État stoïque, présenta au chien l'une des chaussettes d'Amanda, récupérée dans le panier à linge de sa chambre. Le chien inhala profondément l'odeur, sac-donnant un seul coup décisif contre la jambe du maître. Rocco chercha dans l'allée pendant un moment son nez au sol, ignorant la myriade d'odeurs des voisins et des premiers intervenants. Il repéra la piste près des dessins à la craie, la suivit avec une certitude inébranlable le long de la légère pente de l'allée, puis jusqu'au trottoir. Là, au bord de l'asphalte où la pelouse suburbaine rencontrait la rue, Rocco s'arrêta. Il gémit, un son bas et frustré, et tourna 3 fois autour de l'endroit avant de regarder son maître, sa tâche accomplie et son message clair. L'odeur s'arrêtait là. Elle ne continuait pas de l'autre côté de la rue, ni ne suivait le trottoir dans aucune direction. Elle s'était simplement évaporée dans l'air. Comme le déclarerait plus tard le maître dans son rapport officiel, le comportement du chien était cohérent avec un seul scénario, un ramassage en véhicule. Amanda ne s'était pas égarée. Elle avait été enlevée. La théorie selon laquelle elle se cachait, ou s'était simplement trop éloignée, s'évapora dans l'air frais de la nuit, laissant derrière elle une réalité bien plus terrifiante. Avec le scénario d'enlèvement pratiquement confirmé, l'équipe du détective Corbin commença le processus minutieux de sonder à nouveau le quartier. Cette fois, avec une attention plus aiguë. Il cherchait ce qui était déplacé, l'anormal, le détail, que quelqu'un aurait pu voir mais ignorer. Ce fut M. Anderson, le voisin âgé d'à côté, qui fournit la première piste tangible bien que frustrante. Il était dans son jardin, expliqua-t-il, ses mains sentant encore faiblement la terre, alors qu'il parlait à un détective sur son porche. Il se souvenait avoir vu une camionnette. C'était un modèle plus ancien, pensait-il. Blanc uni, le genre qu'un entrepreneur ou un plombier pourrait conduire. Elle n'avait pas de logo, pas de marque distinctive. Ce qui avait attiré son attention était la lenteur avec laquelle elle se déplaçait, presque en roue libre dans la rue, à un moment de la journée où la plupart des véhicules étaient soit garés,
soit se déplacer avec un but. Ils n'avaient pas vu le conducteur, ni pensé à regarder la plaque d'immatriculation. C'était juste une camionnette blanche, un fantôme à la périphérie de sa routine d'après-midi. L'information était frustramment vague, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Un bolo, une alerte, soyez à l'affût, fut émis dans tout l'État pour une camionnette de travail blanche plus ancienne et non marquée. L'alerte était une arme à double tranchant. Elle jetait un filet nécessaire, mais elle ouvrait aussi les vannes. Pendant les 48 heures suivantes, le Standard fut inondé d'appels. Une camionnette blanche avait été repérée près d'un parc à Beaverton. Une autre avait été vue conduisant de manière erratique sur le corridor I. Des dizaines furent arrêtés, leurs conducteurs interrogés, leurs soutes fouillés. Chacun arrêt se terminait de la même manière, avec un conducteur blanchi et un sentiment croissant de futilité. La camionnette blanche était partout et nulle part. Un fantôme qui s'était matérialisé dans une rue tranquille et s'était dissous dans le trafic anonyme de l'État. Pendant que la recherche faisait rage à l'extérieur, Rodney et Sabrina affrontèrent leur propre épreuve privée à l'intérieur des murs de leur maison, qui ne ressemblait plus à un sanctuaire. Comme c'est tragiquement standard dans de tels cas, l'enquête se tourna nécessairement vers l'intérieur. Les parents sont toujours les premiers suspects. Ils furent séparés et interrogés pendant des heures dans différentes pièces de leur propre maison, les espaces familiers semblant maintenant étrangers et accusateurs. Les détectives leur firent raconter encore et encore la chronologie de l'après-midi, cherchant des incohérences, toutes fissures dans le récit. 20 minutes, répète à Sabrina, sa voix, un murmure brut. Elle n'était seule que pendant 20 minutes. Leur maison devint une scène de crime. Une équipe médico-légale se déplaça avec une efficacité silencieuse et impersonnelle, prenant des empreintes digitales, photographiant chaque pièce et saisissant leurs ordinateurs et téléphones. C'était une violation superposée à leur traumatisme, un dépouillement procédural de leur vie privée au moment où ils se sentaient le plus vulnérables. Alors que le détective Corbin et son équipe les blanchissaient en privé de toute implication dès le premier jour, le tribunal de l'opinion publique était beaucoup moins perspicace. Les reportages, avides d'un angle, cadraient en l'histoire avec des mots soigneusement choisis. Les gros titres demandaient comment un enfant pouvait disparaître de sa propre hérale. Les experts des chaînes d'information débattèrent de la fenêtre de 20 minutes, leurs spéculations jetant une ombre subtile, mais persistante, de suspicion sur les parents en deuil. Pour Rodney et Sabrina, c'était un tourment secondaire, un jugement public qui aggravait leur enfer privé. La photo que Sabrina avait prise, le visage brillant et souriant d'Amanda, les moustaches de chat ludique peintes sur ses joues, devint le visage de la recherche. C'était une image parfaite et déchirante, capturant une innocence qui semblait maintenant incroyablement fragile. Elle était partout, sur des dépliants collés aux lampadaires, sur les écrans des pompes à essence, sur d'énormes panneaux d'affichage numérique surplombant les autoroutes. La ville de Portland, et bientôt tout l'État, était tapissée du sourire d'Amanda. L'image résonnait profondément, symbole de la pire peur de chaque parent. Une vague de soutien communautaire s'éleva en réponse. Les imprimeries locales produisirent ça gratuitement des milliers de dépliants. Des bénévoles, dont beaucoup étaient des parents qui voyaient leurs propres enfants dans les yeux d'Amanda, organisèrent leurs propres équipes de recherche, peignant les ceintures vertes denses de Forest Park et les vastes parcs industriels le long de la rivière Columbia. Ils cherchaient avec une énergie désespérée et pleine d'espoir, appelant le nom d'Amanda dans les bois et sous les ponts, comme si leur volonté collective pouvait percer le silence et la ramener à la maison. Une semaine après la disparition d'Amanda, alors que la recherche ne donnait que des impasses et de l'épuisement, un appel arriva sur la ligne d'assistance
qui envoya une décharge électrique à travers le poste de commandement. Un chauffeur routier, longue distance, faisant le plein dans une vaste aire de repos, à 300 km au sud de Portland, près de la frontière californienne, affirmait l'avoir vu. Il en était certain. Une petite fille dit avec des couettes blondes et une chemise rose, mangeant des frites avec un homme mal rasé dans la quarantaine. L'homme semblait nerveux, rapporta le chauffeur, et la fille avait l'air triste. La piste était électrisante. Elle correspondait à la chronologie, elle correspondait à la direction. Les enquêteurs s'activaient, contactant la California Highway Patrol pour sécuriser les images de vidéosurveillance du magasin de l'aire de repos. Pendant 24 heures angoissantes, Rodney et Sabrina furent mis à l'écart par le FBI, informés seulement qu'il y avait une observation crédible. Ils s'accrochaient à un espoir désespéré et fragile, imaginant Amanda effrayée mais vivante. Le choc émotionnel, lorsque la nouvelle arriva, finalement fut brutal. Les images étaient de Claire. La fille avait des cheveux blondes et une chemise rose, mais ce n'était pas Amanda. C'était une autre famille en voyage, leur fille ayant une ressemblance passagère. L'espoir qui avait flambé si brillamment s'était éteint, laissant derrière lui une obscurité encore plus profonde et plus froide. Après 3 semaines, la décision inévitable fut prise. La recherche officielle à grande échelle d'Amanda Hart fut suspendue. Les ressources étaient limitées, et sans nouvelles pistes, l'opération passa d'une recherche active à une enquête réactive. Le poste de commandement mobile, qui avait été un centre d'activité constante et frénétique, fut éloigné. Les camionnettes des médias rangèrent leurs antennes paraboliques et passèrent à la tragédie suivante. Les bénévoles retournèrent à leur vie, ne laissant derrière eux que des piles de dépliants fanés. Pour Rodney et Sabrina, le silence qui descendit sur leur rue était plus assourdissant que le chaos ne l'avait été. L'affaire était maintenant officiellement froide. Amanda était un dossier dans le tiroir d'un détective, un fantôme hantant une maison suburbaine tranquille, et ses parents étaient blessés à la dérive dans un vide vaste et sans fin de ne pas savoir. 2 ans, c'est une vie. C'est assez long pour que les saisons se fondent les unes dans les autres, jusqu'à ce que les souvenirs d'un après-midi spécifique s'estompent sur les bords. C'est assez long pour qu'une blessure cicatrise, l'agonie brute, est ouverte, se durcissant en une douleur sourde et permanente. Pour Rodney et Sabrina Hart, 2 ans étaient une éternité passée dans un état d'animation suspendu, piégés dans l'ambre du jour où leur fille avait disparu. L'affaire d'Amanda Hart, autrefois un élément fixe des informations du soir, avait depuis longtemps reculé de la conscience publique. Les rubans jaunes, attachés autour des chaînes de leur quartier, s'étaient effilochés et étaient tombés. Les dépliants, avec leur image obsédante d'une fille souriante aux moustaches de chat, avaient été blanchis par le soleil et arrachés par le vent, remplacés par des avis pour des festivals d'été et des animaux perdus. L'affaire était officiellement froide, un terme qui semblait à la fois clinique et cruellement précis. Elle vivait dans un épais dossier en papier craft sur le bureau du détective Miles Corben, une pile de papier silencieuse et réprobatrice parmi les demandes urgentes de nouveaux crimes et de nouvelles victimes. Il n'avait pas oublié Amanda. Aucun flic n'oublie vraiment un enfant disparu. Mais sans piste, sans témoin et sans preuve, il n'y avait rien à poursuivre. Le dossier était un monument à une impasse. La maison des Hart, sur Sycamore Lane, était devenue un musée du chagrin. La chambre d'Amanda restait intacte, un diorama parfait et déchirant de la vie d'une enfant de 4 ans. Une girafe en peluche était couchée sur le côté sur l'oreiller, ses yeux boutons fixant le plafond. Un dessin, à moitié terminé, était encore scotché au mur. Sabrina se tenait parfois dans l'embrasure de la porte, incapable de franchir le seuil. Le silence dans la pièce, si absolu,
qu'ils ressemblaient à une présence physique. L'attention de leur chagrin partagé et non exprimé les avait changés. Le rire facile qui remplissait autrefois leur maison avait disparu, remplacé par de longs moments de silence, lourds de non-dits. Ils se déplaçaient, l'un autour de l'autre, comme des fantômes dans leur propre vie, liés par un amour pour leur fille perdue, mais isolés par la forme unique de leur chagrin individuel. Leur mariage était devenu fragile, mais il ne s'était pas brisé. Il était maintenu par une seule mission partagée, garder vivante la mémoire d'Amanda. Il devint un des archivistes réticents de leur propre tragédie. Rodney, le comptable tranquille, construisit un site web. FindAmandaHart.org. Sabrina, l'ancienne designer, gérait la page Facebook. Chaque jour, elle postait. Parfois, c'était un nouvel appel à l'information. Parfois, une vieille photo d'Amanda à la plage ou sur une balançoire. Le 5e anniversaire d'Amanda, puis le 6e, Sabrina posta la photo d'elle avec le visage peint aux moustaches de chat. La dernière photo jamais prise. La légende était toujours la même. 2 ans sans ton sourire. Nous n'arrêterons jamais de chercher. Nous témoins, Amanda. La page avait des milliers d'abonnés. Une communauté numérique d'étrangers qui offrèrent des prières et partagèrent à les publications, leurs clics et commentaires, un cœur faible mais constant contre le silence écrasant. Alors que l'enquête officielle restait dormante, l'affaire d'Amanda prospérait dans les coins sombres d'Internet. Dans le monde numérique, les affaires non résolues ne meurent jamais. Elles sont sans cesse disséquées, débattues et théorisées. Sur des forums aux noms comme « Mystère non résolu » et « Le collectif des affaires non résolues », l'histoire d'Amanda devint un puzzle à résoudre. Des utilisateurs anonymes, armés de Google Maps et de dossiers publics, devinrent des détectives amateurs. Ils analysèrent la fenêtre de 20 minutes, débattaient de la fiabilité du témoignage du voisin âgé sur la camionnette blanche et construisaient des théories élaborées. Une théorie dominante, qui reflétait les pensées privées du détective Corbin, était que le ravisseur était un amateur, un crime d'opportunité. L'absence de demande de rançon, la nature simple de l'enlèvement et le fait que la piste olfactive s'arrêtait si abruptement dans la rue indiquaient tout ce quelqu'un de peu sophistiqué, quelqu'un qui avait probablement paniqué quelques instants après avoir commis l'acte. Cette théorie était à sa manière à la fois plus et moins terrifiante. Elle suggérait que le kidnappé n'était pas un monstre de film, mais peut-être quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui vivait à proximité, leur obscurité cachée derrière une façade banale. D'autres théories étaient de plus sombres, plus conspirationnistes. Certains insistaient que cela devait être quelqu'un qui connaissait la famille, quelqu'un qui avait observé leur routine et savait le moment précis pour frapper. Cette ligne de pensée envoyait des vagues de paranoïa à travers le monde, déjà brisé de Rodney et Sabrina. Ils restaient éveillés la nuit, rejouant chaque interaction de cette époque, scrutant les visages de vieilles connaissances, de facteurs et de parents éloignés, cherchant un soupçon de malveillance qu'ils auraient pu manquer. Pour les détectives en ligne, c'était un exercice intellectuel sinistre. Pour les hards, c'était une forme d'auto-torture, une réouverture constante de la blessure. Ils surveillaient les forums, pris dans un limbe douloureux entre l'espoir désespéré qu'un étranger puisse découvrir un indice manqué et l'agonie de voir la vie de leur fille réduite à une collection de points spéculatifs. Au printemps 2017, près de 2 ans après la disparition d'Amanda, une lueur de ce qui semble être un véritable espoir émergea de l'endroit le plus inattendu. Le détective Corbin reçut un appel du directeur d'une prison d'État dans l'Idaho. Un détenu, un criminel de carrière nommé Marcus Thorne, purgeant une peine pour vol à main armée, prétendait avoir des informations sur l'affaire Amanda Hart. Il disait que son ancien compagnon de cellule
avait avoué l'enlèvement et lui avait dit où le corps de la fille l'était enterré. En échange de l'information, Thorne voulait négocier un accord pour une peine réduite. Une décharge d'adrénaline traversa l'affaire froide. Les fausses pistes étaient de courantes, surtout de la part d'informateurs de prison cherchant un levier, mais chaque affirmation devait être étudiée. La nouvelle fut transmise à Rodney et Sabrina avec une extrême prudence. Corbin veilla à ne pas leur donner de faux espoirs, mais la simple possibilité, après 2 ans de rien, était une drogue puissante et terrifiante. Ils attendirent dans une agonie de suspense pendant que 2 détectives étaient au dépêché dans l'Idaho pour interroger Thorne. Pendant 1 semaine, les Hart vécurent sur le fil du rasoir. L'histoire de Thorne, au début, semblait plausible. Il fournit des détails sur l'enlèvement qui avait été dans les nouvelles, les tissant dans un récit sur son supposé compagnon de cellule. Il parle d'une tombe peu profonde dans une zone boisée, à l'est de Portland. Les détectives écoutèrent, recoupant ces affirmations avec le dossier de l'affaire. Mais l'histoire commença bientôt à s'effilocher. Les détails étaient de trop génériques. La chronologie était incohérente. Sous la pression, Thorne devint évasif. Un test polygraphique s'avéra peu concluant, mais son histoire s'effondrait sous son propre poids. Finalement, après des jours d'interrogatoire, il admit que tout était un mensonge. Il avait vu un documentaire sur les crimes réels sur l'affaire et avait concocté l'histoire, espérant échanger la tragédie d'une famille contre sa propre liberté. La nouvelle fut transmise à Rodney et Sabrina, non pas avec fracas, mais avec une finalité silencieuse et dévastatrice. La cruauté du canular était une nouvelle blessure, posée sur l'ancienne. C'était une confirmation brutale de leur isolement. Un rappel que pour le monde extérieur, la disparition de leur fille était une histoire, une monnaie d'échange, une chose à utiliser. La brève et angoissante lueur d'espoir avait disparu, et le vide qui restait était plus profond et plus froid qu'avant. Le silence revint, plus profond et absolu que jamais. Le catalyseur du changement arrive souvent, non pas comme un coup de tonnerre, mais comme une observation silencieuse dans un endroit négligé. En avril 2017, cet endroit était un coin oublié de la forêt nationale du Montaut-Dude, et l'observateur était un homme nommé Dave McCann. À 58 ans, Dave était un homme qui avait fait carrière dans la solitude. En tant qu'ouvrier d'entretien saisonnier pour le département des parcs et loisirs de l'Oregon, son travail consistait à patrouiller les vastes paysages accidentés de la forêt, vérifiant les installations éloignées qui parsemont la nature sauvage bien avant l'arrivée des foules estivales. C'était un homme de peu de mots, plus à l'aise avec le soupir du vent à travers les pins avec la conversation humaine. Son visage était buriné par des années de soleil et de vent, et ses mains étaient teuteuses d'une vie de travail pratique. Son itinéraire cette semaine-là l'amena sur une série de routes de service en gravier qui serpentaient profondément dans la forêt, des chemins rarement empruntés par d'autres que le personnel du parc et le chasseur aventureux occasionnel. Il était chargé d'inspecter les actifs les plus primitifs du parc, panneaux de début de sentier, tables de pique-nique et les vieilles toilettes spartiates qui étaient des vestiges d'une époque révolue de conception de parc. C'était un mardi matin, sous un ciel couleur de denim délavé, qu'il gara son camion vert poussiéreux du département des parcs devant l'une de ses installations. Ce n'était guère plus qu'un blockhaus en béton, à moitié avalé par des buissons de salals envahis, à des kilomètres de tout terrain de camping désigné. L'air ici était différent, lourd, immobile, et sentant la terre humide et la décomposition. Peu de gens venaient bien jamais aussi loin. À l'intérieur, les toilettes étaient eau froide et sinistres. Les murs étaient loutachés de moisissures et l'air était épais de l'odeur de la négligence. L'installation contenait un seul équipement de plomberie archaïque. Une toilette à la turque, en porcelaine blanche, installée au ras du sol carré.
C'était un design qu'on ne voyait plus guère, un vestige des années 1960. Et elle était complètement bouchée. Une mare d'eau stagnante et trouble avait refoulé, débordant sur le rebord en porcelaine et sur le sol crasseux. Dave laissa à échapper un soupir las, le son résonnant platement dans la chambre de béton. Des vandales, pense-t-il? Ou juste de la négligence? C'était un problème familier dans ses avant-postes éloignés. Il récupéra ses outils dans le camion, un long furet de plombier robuste et une paire d'épais gants en caoutchouc. S'agenouillant sur le sol humide, il commença la tâche désagréable de dégager le blocage. Il introduisit le furet dans le drain, tournant et poussant, mais il rencontra une résistance douce et inflexible. Ce n'était pas le rouleau habituel de serviettes en papier ou une bouteille en plastique. C'était dense, fibreux. Après plusieurs minutes d'efforts infructueux, il changea de tactique. Il attrapa une longue tige crochue qu'il utilisait pour déloger les débris plus importants. Atteignant profondément dans le trou de drainage, il sentit le crochet s'accrocher à quelque chose de substantiel. Il tira, grognant sous l'effort. Le blocage bougea, et avec une dernière traction forcée, il délogea un paquet lourd et détrempé. Il se libéra avec un bruit de succion, équerrant, traînant de l'eau trouble, alors qu'il le traînait sur le sol carrelé. Au début, ce n'était qu'une masse informe et dégoulinante. Mais alors que Dave commençait à la démêler avec l'extrémité de la tige, les couleurs commencent à émerger sous la crasse. Un rose, pâle et maladif. Un bleu atténué et délavé. Il réalisa avec un sursaut que c'étaient des vêtements. Il utilisa la tige pour dérouler soigneusement la plus grande pièce. C'était un petit sweatshirt à manches longues, son tissu rose maintenant fané et décoloré par sa longue immersion. En dessous se trouvait une paire de ce qui ressemblait à un short d'enfant bleu. La vue était assez troublante, mais c'était la découverte finale qui fit dresser les poils sur les bras de Dave. Enveloppé étroitement à l'intérieur du sweatshirt, comme s'il avait été délibérément placé là pour ajouter du poids et s'assurer qu'il coule, se trouvait une minuscule paire de sous-vêtements de fille. La nature délibérée du paquet était ce qui le frappa, comme profondément mal. Ce n'était pas un accident. C'était un acte de dissimulation, une tentative désespérée et sinistre de se débarrasser de quelque chose. Les articles étaient donc clairement ceux d'un enfant, et l'image d'eux étant méthodiquement fourrée dans une toilette dans cet endroit désolé et oublié, envoyait un frisson dans sa colonne vertébrale. Il se leva, s'éloignant du pâté tic-tac dégoulinant sur le sol, son esprit s'emballant. C'était un homme qui restait pour lui-même, qui ne suivait pas de près les nouvelles, mais même lui en avait entendu parler quelque part en cours de route. Une petite fille, une chemise rose, une disparition qui avait saisi l'État. Le souvenir était flou, un fragment d'un titre vu il y a des années, mais il était là, harcelant le bord de sa conscience. Il regarda à nouveau le sweatshirt rose fané. Quelque chose fit tilt. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement jeter ça. C'était quelque chose de plus. Il retourna à son camion, ses bottes laissant des empreintes humides sur le sol poussiéreux. Il s'assit sur le siège du conducteur pendant un long moment, le silence de la forêt pesant sur lui. Puis il prit sa radio officielle et appela le bureau du shérif du comté. Un adjoint, un jeune homme nommé Peterson, répondit à l'appel. Il conduisit la longue route de service sinueuse, sa voiture de patrouille soulevant un panache de poussière. Quand il arriva, Dave l'attendait près des toilettes, le visage sombre. Peterson était initialement peu impressionné, s'attendant à un rapport de routine de vandalisme. Mais quand Dave le conduisit à l'intérieur et qu'il vit le petit tas souillé de vêtements sur le sol, son attitude changea. Il reconnut, comme Dave l'avait fait, que ce n'était pas des ordures ordinaires. L'emballage délibéré, l'emplacement, le fait que c'était embi des vêtements d'enfant, tout semblait mal,
Suivant le protocole, il photographia soigneusement la scène, avant d'utiliser des sacs à preuve pour collecter le sweatshirt, le short et la minuscule paire de sous-vêtements. Il prit une brève déclaration de Dave, le remercia et retourna vers la civilisation, le petit paquet humide de preuves reposant sur le siège passager, comme un terrible secret. De retour au poste du shérif, les sacs à preuves furent enregistrés et placés sur un bureau dans la salle de l'escouade. C'est là qu'ils attirèrent l'attention du détective Miles Corbin. Il avait été transféré de Portland au bureau du shérif du comté de Clackamas 1 an auparavant, cherchant un rythme plus calme, mais il n'avait jamais lâché l'affaire A. C'était celle qui s'était enfouie le plus profondément sous sa peau. Il s'approche, attiré par la vue de la petite chemise rose à travers le plastique transparent. Il prit le registre des preuves, lut la description, vêtements, taille enfant, récupéré d'une toilette bouchée, FN Montauld. Un choc le traversa, une poussée d'adrénaline et une vague froide de terreur. Il n'avait pas besoin de voir le dossier. Il se souvenait parfaitement de la photo. Il retourna à grands pas dans son bureau et ouvrit le dossier numérique de l'affaire non résolue d'Amanda Hart. Sur l'écran, la photo de cet après-midi de mai apparut. Amanda, souriante, avec son visage peint aux moustaches de chat et son sweatshirt rose. Corbin zooma sur la chemise. Il ouvrit ensuite les photos de la scène de crime que l'adjoint venait de prendre. La couleur était fanée, le tissu déformé, mais il n'y avait aucun doute. C'était la même chemise. Après 2 ans de silence absolu et écrasant, l'affaire venait de prendre un tournant décisif. 2 ans après que leur monde était ébrisé, Rodney et Sabrina Hard reçurent 10 le coup à la porte, qu'ils avaient été simultanément priés pour et redoutés par-dessus tout. C'était juste après le crépuscule. Le détective Corbin se tenait sur leur porche, son visage marqué d'une gravité qui leur disait que ce n'était pas une visite de routine. Il était accompagné d'un défenseur des victimes du FBI. Ils invitèrent les détectives à entrer, leur cœur battant dans leur poitrine. L'air dans le salon était épais de questions non dites. Corbin était doux, sa voix basse et stable. Il ne voulait pas leur donner de faux espoirs, mais il ne pouvait pas les protéger de la vérité. Il expliqua ce qui avait été trouvé, où cela avait été trouvé, et pourquoi il était là. Il étalait une série de photographies haute résolution sur leur table basse, le sweatshirt rose fané, le short bleu, les minuscules sous-vêtements, tous disposés sur un tissu bleu stérile dans un laboratoire médico-légal. Sabrina laissa échapper un petit halètement étranglé et s'effondra sur le canapé, sa main volant vers sa bouche. Roner était figé, les yeux fixés sur les images. Sabrina tendit un doigt tremblant et pointa le sweatshirt. « C'est le sien », murmura-t-elle, sa voix se brisant. Il avait une petite déchirure sur le poignet. Je l'ai cousu avec du fil blanc. Corbin zooma sur l'une des photos sur sa tablette. Là, sur le poignet gauche, se trouvait une petite ligne nette de couture blanche, presque invisible, mais indéniablement là. C'était la confirmation dont ils avaient besoin, et celle qu'ils avaient redoutée. Les vêtements étaient ceux d'Amanda. La découverte fut une onde de choc qui déchira le chagrin tranquille avec lequel ils avaient appris à vivre. L'affaire froide était instantanément, violemment active à nouveau. La pêche agile qu'ils avaient construite pendant 2 ans fut anéantie, et ils furent replongés dans le maelstrom d'un espoir incertain et d'une peur profonde et terrifiante. Leur fille, qui avait existé pendant 2 ans comme un fantôme dans une photographie, était soudainement réelle à nouveau, sa présence tangible sous la forme de quelques morceaux de tissu fané et gorge et d'eau tirée d'une toilette au milieu d'une forêt sombre. Le silence avait été brisé, mais le son qui le remplaçait était le battement tonitruant et terrifiant d'une affaire qui n'était plus froide,
La confirmation médico-légale que les vêtements appartenaient à Amanda Hart agit comme un défibrillateur sur le cœur de l'affaire non résolue. Le laboratoire de police scientifique de l'État de l'Oregon se mit au travail avec un sentiment d'urgence renouvelé. Bien que l'immersion prolongée ait détruit tout ADN utilisable des vêtements eux-mêmes, l'état du tissu racontait sa propre histoire. La décoloration et la dégradation extrême des fibres synthétiques étaient cohérentes avec une immersion dans de l'eau froide et stagnante pendant une période significative. Les experts estimèrent que les vêtements avaient été dans les toilettes pendant au moins 1 an, mais probablement pas les 2 années complètes depuis la disparition d'Amanda. C'était une pièce cruciale du puzzle. Cela créait une nouvelle chronologie plus récente. La personne qui avait pris Amanda était revenue pour se débarrasser de ses preuves, longtemps après le crime initial, suggérant une connexion continue avec la région et une paranoïa persistante. La théorie du « kidnappeur stupide », autrefois un murmure spéculatif dans les forums en ligne, devint maintenant un pilier central de l'enquête renouvelée. Un prédateur sophistiqué, raisonnèrent les enquêteurs, aurait brûlé les vêtements ou les aurait enterrés profondément dans la forêt et n'aurait pas tenté de les jeter dans des toilettes où ils étaient presque garantis de causer un blocage. Cela indiquait un délinquant impulsif, peu sophistiqué et enclin à la panique, le même profil qu'ils avaient eu considéré 2 ans plus tôt. Mais maintenant, ils avaient une nouvelle information puissante, une encre géographique. L'enquête, qui avait autrefois été une recherche étendue et sans direction à travers l'État, avait maintenant un point focal. La vaste nature sauvage accidentée de la forêt nationale du Mont-Aude. L'équipe du détective Corbin commença la tâche monumentale de réexaminer chaque information de l'enquête originale de 2015, en les regardant toutes à travers cette nouvelle lentille géographique. Il sortira les dossiers de chaque personne d'intérêt, chaque conseil, chaque délinquant sexuel enregistré dans un rayon de 150 km de Portland et commencèrent à recouper leurs histoires pour toute connexion, aussi ténue soit-elle, à la forêt nationale. Y campaient-ils? Avaient-ils de la famille dans la région? Leur téléphone portable avait-il capté une tour à proximité au cours des 2 dernières années? C'était une recherche minutieuse d'une aiguille dans une botte de foin de la taille d'une chaîne de montagne. Les semaines se transformèrent en 1 mois. La poussée d'adrénaline initiale commença à s'estomper, remplacée par le travail d'enquête familier. Puis ils eurent un résultat. Il ne provenait pas d'un nouveau conseil, mais des archives poussiéreuses du dossier de l'affaire originale. Un homme nommé Frank Miller. En 2015, Miller vivait à seulement 3 pâtés de maison de la famille Hart. Il était sur la liste des voisins à interroger, une vérification de routine. Le rapport original le décrivait comme un homme tranquille et socialement maladroit dans la fin de la trentaine, qui travaillait à des petits boulots comme homme à tout faire. Il avait un casier judiciaire mineur du début de la vingtaine. Quelques accusations d'intrusion, rien de violent. Lors de son entretien initial, il avait été nerveux et évasif, sans alibi solide pour l'après-midi où Amanda avait disparu. Mais sans preuve, le lien au crime. Il avait été écarté comme juste un autre voisin étrange, l'un des nombreux fils lâches dans une affaire pleine d'œufs. Maintenant, en exécutant son nom à travers les nouveaux paramètres de recherche, un détail critique émergea. Les grands-parents décédés de Frank Miller avaient possédé une petite cabane délabrée sur un terrain privé au cœur de la forêt nationale du Mont-Aude. Les registres fonciers confirmaient d'où son emplacement. À moins de 8 km sur une série de routes forestières, depuis les toilettes éloignées, où Dave McCann avait trouvé les vêtements. C'était le genre de connexion qui faisait dresser les cheveux sur la nuque d'un détective. Une vérification supplémentaire révéla un autre fait crucial. Miller avait brusquement quitté son appartement de Portland 6 mois après la disparition d'Amanda,
déménageant dans une petite ville économiquement déprimée dans l'est de l'Oregon, disparaissant effectivement de la circulation. Les pièces commencent à s'emboîter avec un clic écœurant. Un solitaire tranquille, vivant à quelques pâtés de maison de la victime. Un historique d'intrusion. Une cabane familiale, fournissant un emplacement caché et isolé dans la nouvelle zone de concentration géographique. Un déménagement soudain après le crime. C'était une chaîne de preuves circonstancielles, mais c'était la plus forte qu'ils avaient. L'enquête déplaça tout son poids sur Frank Miller. Une équipe d'officiers en civil fut dépêchée dans la petite ville de l'Est de l'Oregon, où Miller vivait maintenant. Ils le trouvaient en travaillant comme homme à tout faire pour un motel local, vivant seul dans une petite maison de location délabrée. Il commençait à être une surveillance discrète, observant ses routines. C'était une créature d'habitude, un fantôme dans sa propre vie. Il allait au travail, rentrait chez lui et interagissait rarement avec qui que ce soit. Il correspondait au profil d'un délinquant opportuniste, un homme vivant avec un terrible secret, essayant de se rendre aussi petit et invisible que possible. Pendant que Miller était surveillé, l'équipe de Corbin obtint un mandat de perquisition pour la cabane familiale au Mont Hood. Le mandat fut accordé sur la base des nouvelles preuves, et une équipe d'enquêteurs et de spécialistes médico-légaux fit le long trajet sur les mêmes routes de gravier que Dave McCann avait empruntées. La cabane était exactement comme les registres la décrivaient, une petite structure délabrée, lentement réclamée par la forêt. Elle était poussiéreuse, remplie de vieux meubles couverts de draps moisis, et sentait la pourriture et le temps. Elle semblait n'avoir été visitée par personne depuis des années. L'équipe mena une recherche méticuleuse. Ils utilisèrent des lumières noires pour vérifier les preuves biologiques et peignèrent de chaque centimètre des planches et poussiéreux. Pendant des heures, ils ne trouvèrent rien. L'endroit semblait propre. Puis, l'un des jeunes détectives, se souvenant de la profession d'homme à tout faire de Miller, décida de vérifier le vide sanitaire sous la cabane. Il souleva une planche de planchelage dans un placard de chambre arrière, le bois gémissant en signe de protestation. Il braqua sa lampe de poche dans l'espace sombre et moisi en dessous. Et là, niché dans la terre à côté d'une pile de vieux journaux, se trouvait un petit objet aux couleurs vives. Il le récupéra soigneusement. C'était une pince à cheveux en plastique en forme de chat de dessin animé. C'était le genre de petit accessoire bon marché, qu'une petite fille adorait le genre, qui pourrait facilement tomber d'une couette et être oubliée. La pince à cheveux fut soigneusement mise en sac et photographiée. Ce soir-là, le détective Corbin rendit une autre visite à Rodney et Sabrina Hart. Il montra à Sabrina la photo de la pince sur sa tablette. Son souffle se coupa dans sa gorge. Amanda en avait une exactement comme ça, dit-elle, sa voix à peine un murmure. C'était sa préférée. Elle la portait le jour où elle ne put finir la phrase. C'était la dernière pièce dont ils avaient des besoins. L'arrestation fut rapide et silencieuse. Le lendemain matin, alors que Frank Miller quittait sa maison pour le travail, 2 voitures banalisées bloquèrent son pick-up au bout de son allée. Il n'offrit aucune résistance, son visage un masque d'horreur, pâle et naissant. Il savait pourquoi ils étaient là. Dans la salle d'interrogatoire, stérile et grise de Portland, la contenance de Miller s'effondra presque immédiatement. Ce n'était pas un criminel endurci, capable de résister à la pression psychologique d'une enquête pour meurtre. C'était un homme faible et effrayé, qui vivait dans la terreur depuis 2 ans. Il commença par des dénis, sa voix mince et flouette. Il n'avait pas vu Amanda, il ne savait rien. Mais les détectives tinrent en passion. Ils étalèrent les preuves, pièce par pièce, sur la table métallique entre eux. Une carte montrant la proximité de son ancien appartement avec la maison des Hart.
Une photo de la cabane familiale, une carte montrant sa proximité avec les toilettes où les vêtements avaient été trouvés. Et enfin, une grande photographie brillante de la petite pince à cheveux en forme de chat. Quand il vit la pince à cheveux, quelque chose en Frank Miller se brisa. Un sanglon bas et guttural s'échappe de ses lèvres. Il s'affaissa en avant sur sa chaise, la tête dans les mains, et la confession commença à se déverser de lui. Un torrent de honte, de peur et de détails horribles. C'était une impulsion, dit-il. Une pensée sombre qui avait vacillé dans son esprit, et cet après-midi ensoleillé, s'était enflammée en une envie irrépressible. Il avait vu Amanda jouer seule dans l'allée si petite et vulnérable. Il ne l'avait pas planifié, il l'avait juste fait. Il avait garé sa camionnette, l'avait ramassée avant qu'elle ne puisse même crier, et avait conduit. Il avait conduit vers le seul endroit où il savait que personne ne regarderait jamais la vieille cabane familiale dans les montagnes. Il raconta les 2 jours suivants dans un récit étouffé et fragmenté. Il l'avait gardée dans la cabane, confuse et terrifié lui-même par ce qu'il avait fait. Il avait vu les reportages sur une petite télévision à piles, vu le visage souriant d'Amanda sur l'écran, et la panique s'était intensifiée. Il a demi l'avoir agressée. Le 2e jour, elle avait essayé de fuir. Elle était sortie par la porte de la cabane et avait commencé à crier. Il l'avait poursuivie, l'avait plaquée au sol et avait mis sa main sur sa bouche pour la faire taire. Dans sa terreur d'être attrapé, il avait tenu trop longtemps. Il n'avait pas voulu la tuer, insista-t-il, ses sanglots secouant maintenant son corps. C'était un accident. Il voulait juste qu'elle se taise. Après sa mort, il avait enterré son corps dans une tombe peu profonde au cœur de la forêt, un endroit qu'il connaissait depuis son enfance. Il avait gardé ses vêtements, les cachant dans la cabane, un terrible souvenir secret. 1 an plus tard, consumé par la paranoïa que quelqu'un puisse tomber sur la cabane et trouver une trace de ce qu'il avait fait, il était retourné dans les montagnes. Il avait récupéré les vêtements, avec l'intention de les enterrer également, mais n'avait pas pu se résoudre à retourner sur le site de la tombe. Au lieu de cela, il avait conduit jusqu'aux toilettes éloignées, un endroit qu'il savait rarement utiliser, et avait essayé de les faire disparaître, un acte final et stupide d'un esprit paniqué et coupable. La confession était complète. Frank Miller accepta de conduire les enquêteurs à l'endroit où il avait enterré Amanda. Le lendemain matin, une procession solennelle de véhicules des forces de l'ordre se dirigea profondément dans la forêt. Miller, enchaîné et portant une combinaison orange, les conduisit à travers les sous-bois denses jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant un grand tronc, tombé couvert de mousse. Là, murmura-t-il, pointant vers une parcelle de terre perturbée. L'équipe de récupération se mit au travail avec des pelles et des brosses. Cela ne prit pas longtemps. Ils trouvaient les restes d'Amanda, mettant une fin finale et dévastatrice à une recherche de 2 ans. La nouvelle fut transmise à Rodney et Sabrina, une confirmation qui fermait la porte à l'espoir et ouvrait une nouvelle chambre plus profonde de chagrin. Leurs filles avaient été retrouvées, mais elles ne rentreraient jamais à la maison. Le procès de Frank Miller fut une affaire sombre et procédurale, qui contrastait fortement avec l'émotion brute et chaotique des 2 années précédentes. La salle d'audience était bondée chaque jour de reporters, de membres de la communauté qui avaient participé bénévolement à la recherche, et des silhouettes aux yeux creux de Rodney et Sabrina Hart, qui étaient assis au premier rang. Une présence silencieuse et immobile. Miller, paraissant plus petit et plus pathétique que le monstre qu'il était devenu dans l'imagination publique, levèrent rarement les yeux de la table de la défense. Son équipe de défense tenta de le dépeindre comme une victime de son propre esprit perturbé.
un solitaire pathétique avec de profondes déficiences sociales qui avait été submergé par une impulsion qu'il ne pouvait pas contrôler. Il soutenait que la mort d'Amanda, bien que tragique, n'était pas un meurtre prémédité, mais un cas d'homicide involontaire, le résultat accidentel d'une tentative paniquée de faire taire à un enfant. Il présentait à un des experts psychiatriques qui témoignèrent du faible QI de Miller et de son histoire d'isolement social. Ils essayèrent de cadrer le récit autour de sa faiblesse, pas de sa malveillance. L'accusation, cependant, démantela systématiquement ce portrait. Il présentait au jury une chronologie claire et glaçante d'actions calculées. L'enlèvement lui-même était un acte de violence prédatrice, pas une simple erreur. La décision d'emmener Amanda dans une cabane familiale éloignée n'était pas impulsive, mais stratégique. Les 2 jours où il l'avait gardée captive étaient une période de terreur soutenue. Et l'acte final, la suffocation, fut présenté non pas comme un accident, mais comme l'acte ultime d'autopréservation d'un homme désespéré d'échapper aux conséquences de ses crimes. La preuve la plus puissante de l'accusation était la propre confession de Miller. Ces mots relus au tribunal d'un ton plat et désintéressé qui amplifiait leur horreur. L'histoire des vêtements trouvés dans les toilettes à la turque devint un thème central. Le procureur, une femme vive et articulée, nommée Eleanor Vance, l'utilisa pour démolir l'argument de la défense d'un homme simple d'esprit qui avait paniqué. Ce n'était pas l'acte d'un homme qui ne savait pas ce qu'il faisait, argumenta-t-elle dans sa déclaration de clôture, sa voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. C'était l'acte d'un homme essayant d'effacer sa victime, de faire disparaître les dernières traces de la vie d'une petite fille. Mais il a échoué. Sa seule erreur stupide et arrogante, sa croyance qu'il pouvait simplement faire disparaître les preuves, est la raison même pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Ce sweatshirt rose, fané, tiré de la saleté de ses toilettes oubliées, était le dernier cri de justice d'Amanda Hart. Et il a été entendu. Le jury des libéraux, pendant moins de 6 heures, le verdict fut lu dans une salle d'audience, retenant son souffle collectif, coupable de tous les chefs d'accusation, y compris l'enlèvement et le meurtre avec circonstances aggravantes. Frank Miller fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Alors qu'il était emmené menotté, il jeta un seul regard vers Rodney et Sabrina. Il n'y avait aucun remords dans ses yeux, seulement un vide creux et vide. Justice avait été rendue, mais elle n'offrait aucun réconfort, seulement une ponctuation sombre et finale à leur tragédie. Avec le procès terminé et la vérité finalement brutalement connue, Rodney et Sabrina pouvaient enfin commencer le long et ardu processus de deuil. Le fait de ne pas savoir avait été une forme unique de torture, un lame d'espoir et de désespoir. La certitude du sort d'Amanda, bien que dévastatrice, leur permit de faire les premiers pas sur un terrain solide aussi fracturé soit-il. Ils vendirent la maison sur Sycamore Lane, incapables de vivre avec les fantômes de cet après-midi ensoleillé, et déménagèrent dans une petite ville sur la côte de l'Oregon, cherchant le réconfort du rugissement constant et rythmé de la mer. L'histoire de la disparition d'Amanda Hart et de l'indice improbable qui l'a résolu devint une partie de l'histoire de l'Oregon. Un conte d'avertissement transmis à travers les générations des forces de l'ordre et des familles. Les toilettes éloignées dans la forêt nationale du Mont Todd furent démolies 1 an après le procès. La structure en béton démolie et la terre laissée pour être réclamée par la forêt. Les toilettes à la turque, le vaisseau sinistre de l'indice le plus crucial de l'affaire, furent sans brisées et enterrées. La nature commença son lent travail d'effacement de la cicatrice, couvrant la fondation en béton de mousse et de fougères. Dans un parc de leur nouvelle ville côtière, Rodney et Sabrina dédièrent un banc commémoratif à Amanda.
Il était simple, fait de bois sombre, avec une petite plaque en laiton qui disait, à la mémoire d'Amanda Hart, que sa lumière nous rappelle de chérir chaque instant. Le banc surplombait une aire de jeu, et parfois, les après-midi calmes, ils s'asseignaient là, et regardèrent les enfants jouer, leur rire résonnant dans l'air salé. C'était un pèlerinage douloureux, mais nécessaire. Ils témoignaient de la vie qui continuait, de la vie que leur fille n'aurait jamais. Le son de la joie des enfants n'effaçait pas leur chagrin, mais il existait à ses côtés. Un rappel que, même après la perte la plus profonde, le monde continuait de tourner, et l'innocence quelque part existe encore. L'affaire était close, le monstre était en cage, mais le silence qu'Amanda avait laissé derrière elle persisterait pour toujours. Un espace tranquille dans leur cœur où le rire d'une petite fille se trouvait autrefois.